C'est le jour J à l'Assemblée pour l'examen de la fameuse taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Pour arracher un compromis au bloc central, le PS veut en défendre une version allégée qui taxerait 3% à partir de 10 millions d'euros de patrimoine, mais en exonérant les entreprises familiales et les entreprises dites innovantes. C'est tout sauf allégé. C'est au contraire taper plus bas, taper plus large, avec un effet qu'on n'a pas encore réussi à mesurer sur l'impact concret pour les finances publiques. Donc je pense qu'on peut un peu sortir de cette logique dans laquelle on est enfermé depuis maintenant 2-3 semaines, à savoir taxer, taxer, taxer et encore taxer. Estimé à 15 milliards d'euros par les socialistes, le rendement de la taxe Zuckman Light ne fait pas consensus. Qualifié de taxe passoire par les Insoumis, de folie fiscale par LR et le Rassemblement national. Non seulement je suis opposé à la taxe Zuckman, mais même dans sa version allégée qui est portée aujourd'hui par le Parti socialiste, avec qui M. Macron est prêt à toutes les compromissions pour rester au pouvoir et pour maintenir son camp au pouvoir, aura des conséquences dramatiques pour l'économie française. Devant la levée de boucliers du bloc central à l'extrême droite, le PS ne ferme pas la porte à de nouvelles propositions du gouvernement, à condition que les hauts patrimoines soient mis à contribution. Moi, je me tourne vers le gouvernement, vers le socle commun, en disant bon, très bien, vous ne voulez pas de cette taxe-là, c'est une erreur, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter pour avoir plus de justice fiscale? Quel niveau de prélèvement supplémentaire qui épargne les classes moyennes, les classes populaires, les PME, les artisans, les commerçants, mais qui se concentrent là où il y a des hauts patrimoines, là où il y a des entreprises qui dégagent beaucoup de bénéfices? Autre gros morceau de la journée, l'examen en commission de la suspension de la réforme des retraites. Sur ce sujet, comme sur la taxation des plus riches, le gouvernement Lecornu joue sa survie sous la menace d'une censure de la gauche. Et on va en parler avec nos deux économistes. Bonjour Anne-Laure Delatte. Merci beaucoup d'être avec nous, directrice de recherche en économie au CNRS, rattachée à l'Université de Paris-Dauphine. Et bonjour Bertrand Martineau. Merci également d'être avec nous, économiste et expert associé à l'Institut Montaigne, co-auteur avec Franck Morel de Le Travail et la Solution. C'est aux éditions Hermon. On a vu la taxe Zuckman, qui va évidemment cristalliser les débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais qui les cristallise depuis maintenant plusieurs semaines autour de cette question de la justice fiscale. Est-ce que c'est la bonne mesure ? C'est une des bonnes mesures. On a besoin de récupérer... En fait, les caisses sont vides. Il y a eu des baisses de prélèvements obligatoires massives dans ce pays depuis 2017. Et c'est ce qui fait qu'on est dans cette situation de déficit budgétaire. Ces baisses de prélèvements obligatoires auraient dû générer de l'activité, des emplois et auraient dû donc compenser. Mais ça n'a pas eu lieu. En fait, on se retrouve dans une situation où il faut qu'on trouve une solution pour remettre de l'argent dans les caisses. La taxe Zuckman, Gabriel Zuckman l'estime à 20 milliards d'euros. Et ensuite, on a besoin en réalité de plus de 100 milliards d'euros sur 6 ans. Vous voyez, donc en fait, si on met la taxe Zuckman aujourd'hui, on aura 20 milliards en plus, mais l'année prochaine, il faudra encore trouver des prélèvements supplémentaires ou des baisses de dépenses, mais pour qu'on dégage 100 milliards d'euros de façon, à réduire ce déficit, à stabiliser le niveau de dette, retrouver un déficit primaire équilibré, et 2, on en parlera peut-être, mais faire des investissements dans l'avenir. C'est-à-dire ne surtout pas couper le fonds vert, investir dans la transition écologique et réinvestir dans l'éducation, là où on a arrêté d'investir depuis 10 ans. On va parler de la suite, mais sur la taxe Zuckman, Bertrand Martineau, est-ce que pour vous c'est une bonne mesure ? Non, mais tout ce qui aujourd'hui, le capital et les revenus du capital sont déjà surtaxés en France, d'ailleurs comme toutes les assiettes. On est les champions du monde de la taxation. Et s'il y avait un prix Nobel de fiscalité, je pense que ce serait un Français qui le gagnerait chaque année. Je crois que les députés là sont un peu hors sol en fait. En une semaine, il faut voir qu'il y a des choses qui se sont passées dans le monde, mais ça n'a pas l'air de bouger beaucoup, des vrais sujets. Par exemple, Apple s'allie à SpaceX pour connecter ses iPhones au satellite Starlink. Ça veut dire que c'est peut-être la fin des opérateurs télécoms. Nvidia a dépassé les 5 000 milliards de capitalisation boursière. Amazon licencie 30 000 personnes à cause de l'intelligence artificielle. Et pendant ce temps-là, alors que le monde bouge, on a un Parlement qui vote des taxes massives, parce qu'on parle de 15 milliards. Alors je ne sais pas ce que vaut cette évaluation, personnellement. Elle fait débat. Voilà. Mais imaginez qu'on va prélever 15 milliards sur les entreprises et sur le capital sans que ça ait le moindre effet collatéral sur l'emploi, l'investissement, l'innovation, la recherche, est quelque chose de relativement lunaire. Bon, par ailleurs, je rappelle, vous avez expliqué effectivement qu'il y a eu des baisses
légères de prélèvements obligatoires depuis 2017. Je rappelle quand même que ces baisses ne font que compenser, ne font qu'annuler la hausse massive des prélèvements obligatoires qu'il y a eu de 2013 à 2017. Et on a quand même les taux de prélèvements obligatoires les plus élevés du monde. Donc moi, je regrette qu'on ne soit pas sur les bons objets. On a des dépenses publiques qui ne sont pas sous contrôle, que ce soit la masse salariale publique, que ce soit les retraites, que ce soit l'assurance maladie, elles ne sont pas sous contrôle. Et plutôt que ça, on invente de nouvelles taxes. Je rappelle que les dépenses publiques, spontanément, progressent plus vite que le PIB. Que la richesse produite. Et donc, la solution n'est pas la taxation, puisque de toute façon, une fois que vous aurez taxé davantage, l'année suivante, il faudra encore augmenter la taxation, puisque de toute façon, ça ne suffira jamais. La dépense n'est pas sous contrôle. Alors, juste, on va revenir à des chiffres, parce que je pense qu'il faut se mettre à jour sur les données. Et il me semble que vous ne le faites pas, puisque vous dites « je ne sais pas ce que représente cette estimation ». Il fallait lire le papier, en fait, et vous auriez compris. Juste sur les dépenses publiques, un exemple, dans la santé, les Français dans les dépenses collectives publiques, si vous les divisez par jour et par Français, elles sont inférieures à ce qui est dépensé en Allemagne et dans le reste de l'Europe. On est en dessous de la moyenne européenne. Donc non, on n'est pas inefficace dans la santé. Sur les retraites, on est exactement dans la moyenne européenne. En fait, ce que vous dites, on est les champions de la taxation, monsieur, les prélèvements obligatoires, ça permet de financer un système collectif auquel les Français, en fait, tiennent. Deuxièmement, vous dites compétitivité. En fait, on utilise en permanence ce terme sans le redéfinir. Qu'est-ce que c'est la compétitivité aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas que ça soit réduire les investissements dans la transition écologique, donc ne pas préparer le pays à l'avenir. Vous avez parlé d'inondation, là, juste à l'instant. Vous étiez avec un maire qui est inondé dans sa commune. On coupe les investissements des collectivités locales pour se protéger dans l'avenir. C'est pas de la compétitivité. Le jour où le pont s'effondre, le jour où les gens ne peuvent plus aller travailler, le PIB, il se réduit. Et ça, c'est des études académiques qui le montrent. La Cour des comptes, là aussi, l'a confirmé. Les investissements dans la transition, ils sont rentables aujourd'hui. Moins vous en faites aujourd'hui, plus ça vous coûtera. Donc, pardon, mais en fait, on n'a pas du tout la même analyse des finances publiques. Vous voyez les impôts, mais vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas ce qu'il y a en face. On va vous laisser répondre, Bertrand. Non, mais... Sous-investissez dans l'éducation comme on le fait depuis 10 ans et vous verrez la compétitivité française, comment elle va s'en sortir. On peut faire une discussion sur l'éducation. Effectivement, la France n'investit pas suffisamment dans l'éducation, la recherche et de manière générale dans l'avenir. Bon. Mais précisément... Sauf, effectivement, il y aura une solution à augmenter, c'est ce que je disais, d'augmenter les impôts toujours plus, jusqu'à asphyxier tout à fait ce qui nous reste, en particulier d'industrie, parce qu'on se plaint que l'industrie a disparu, mais on pourrait peut-être se préoccuper des causes. Pourquoi notre industrie a disparu ? Pourquoi est-ce qu'elle a filé à l'étranger ? Donc, si vous voulez, il y a des zones, effectivement, de l'action publique où il n'y a certainement pas assez d'investissements. En gros, tout ce qui concerne l'avenir. Vous avez mentionné la transition écologique. Je pense que le sujet fondamental, c'est quand même l'éducation et pour l'avenir du pays. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, les dépenses d'assurance maladie ne sont pas sous contrôle. Elles augmentent 2 points de plus en moyenne que le PIB, spontanément. Les retraites, on a des retraites les plus coûteuses du monde, les plus généreuses du monde. Je sais que les Français y sont attachés, certes. Le problème, c'est qu'il y a une équation, on peut pas tout faire. Il y a un moment, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Mais oui, tout à fait. Baissé les prélèvements obligatoires de façon massive. Malheureusement, on a les impôts les plus élevés du monde, en particulier sur les entreprises. Si, justement, que ce soit la rémunération du travail, la rémunération du capital. Nous sommes le pays le plus taxé du monde. On parle par exemple des droits de succession. Les droits de succession, on peut y réfléchir, il y a des sujets. Elles sont déjà très taxées. Prenons la taxation des dividendes. Si on inclut l'impôt sur les sociétés, plus évidemment la PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Bon, on est déjà sur des niveaux les plus taxés. Prenons les impôts de production sur les entreprises, on est les records du monde. Donc si vous voulez, on peut continuer comme ça, mais après il ne faudra pas s'étonner que la croissance ralentit, que le pays s'appauvrit et que les investissements partent ailleurs. On est vraiment sur la corde raide maintenant. Ouais, je vais juste finir pour... Allez-y, Anne. En fait, on peut continuer comme ça, ou alors on lit les études, ou alors on se met à jour. La note du Conseil d'analyse économique de 2021 sur les successions vous montre qu'il y a un problème sur les successions des hauts patrimoines. Donc quand vous dites on est les plus taxés du monde, en fait vous savez très bien que le pacte Dutreil, il faudrait le retirer, parce que c'est ce qui permet aux plus hautes fortunes d'être complètement exonérées des successions.
Premièrement. Deuxièmement, mise à jour sur les données, les entreprises françaises ne sont plus les plus taxées d'Europe. C'était vrai en 2000, vous aviez raison. C'est parce que dit l'OCDE, mais bon, ou la Commission européenne qui fait des études comparatives. Mais regardez les données d'Eurostat. Juste parce que du coup, il y a un débat. Est-ce que taxer les plus revenus, taxer les grandes entreprises, est-ce que ça rapporte économiquement ou est-ce qu'au contraire, ça risque de les faire partir à l'étranger et du coup, à moyen ou à long terme... Attendez, je vais vous donner un secret qui est un secret les mieux gardés des économistes. Une entreprise ne paye jamais d'impôts. De même, quand vous taxez du lait, c'est pas la vache qui paye. Quand c'est une entreprise que vous taxez, ça peut être tout à fait justifiable, mais en fait, c'est pas l'entreprise qui va payer. Ce sont les actionnaires, bien sûr. Ce sont les salariés qui auront moins d'emplois ou qui auront un salaire qui sera réduit. Ce sera les fournisseurs. Ce sera parce qu'ils auront une pression sur leur prix. Ce sera les clients. Ce sera finalement l'ensemble de l'économie. On ne peut pas laisser dire qu'une entreprise paye un impôt, c'est pas vrai. Un impôt, c'est toujours des vraies personnes qui les payent in fine. Je suis d'accord avec vous. Et justement, le point, c'est qui paye. Vous avez tout à fait raison. C'est de toute façon toujours les ménages. Mais alors, est-ce qu'on est en train de parler des ménages qui fournissent du travail ou les ménages qui détiennent le capital, les ménages qui sont propriétaires de l'entreprise? Vous avez raison, vous dites les actionnaires et les salariés payent des impôts. Il se trouve que les actionnaires aujourd'hui payent assez peu d'impôts, premièrement. Que l'impôt sur les sociétés, il est énormément exonéré, il est énormément réduit par des crédits d'impôt qui mitent en réalité l'assiette de cet impôt. Quand des salariés, vous dites, les salariés payent trop d'impôts, ça réduit leur salaire. On peut aussi voir les cotisations sociales comme un salaire différé. C'est-à-dire que quand vous payez des cotisations sociales, ça vous donne droit à la retraite, à l'assurance maladie, au chômage. J'ai vécu aux États-Unis. J'ai vu ce qu'étaient les inégalités aux États-Unis. Les gens qui n'ont pas accès au chômage, qui n'ont pas accès au système de retraite. Oui. Si vous voulez tout remettre en question, on a un modèle social il y a assez peu de gens en France qui veulent aller sur le modèle américain. Mais avouez qu'entre le modèle français, qui prélève la moitié de la richesse nationale en impôts, et le modèle américain, où on est à 28% à peu près, il y a débat quand même. On peut, voilà. Vous avez raison. Donc, pas sur le par ailleurs, vous parlez de salaire différé. Donc, au nom d'un salaire différé, on peut taxer les salaires autant qu'on veut, puisque effectivement, ce seront des prestations futures. Sauf que une partie de la surtaxation du travail, vous savez, c'est ce qui nous distingue des autres pays, c'est quand même les retraites. Or, le système de retraite va dans le mur, et les jeunes d'aujourd'hui savent très bien qu'ils ont soit pas de retraite, si on ne change pas le système, soit une retraite vraiment réduite à pas grand-chose, de misère en fait. C'est ça qu'on prépare pour les générations futures, avec nos inconséquences. Donc parler de salaire différé, moi je veux bien, mais au nom du salaire différé, on peut justifier n'importe quelle taxation salariale, et le compte n'y est pas pour les salariés. Mais maintenant, le dernier point, c'est que on a affaire à une dérive des finances publiques qui est telle qu'il manque à peu près 110-120 milliards d'euros pour stabiliser la dette en part de PIB. Bon, expliquer au peuple qu'on va, en taxant quelques milliers de personnes et en épargnant tout le monde, c'est-à-dire les retraités, les actifs, les classes moyennes, on va réussir à redresser les finances publiques, c'est de la démagogie. Mais juste parce que vous parlez de la réforme des retraites, c'est l'autre débat d'aujourd'hui, la suspension de la réforme des retraites qui a été examinée en commission. Il fallait la suspendre, cette réforme, ou est-ce que ça met en danger le système par répartition? Alors non, ça ne met pas en danger le système par répartition, puisque pour l'instant, ça coûte au maximum 3 milliards. Est-ce qu'il fallait la suspendre? En fait, le débat a été confisqué dans le pays. Vous aviez énormément de gens dans la rue, vous faites des sondages, les gens tiennent à leur système de retraite. La solution, c'est quoi? C'est de repenser le système de prélèvement. En fait, pour sauver le système, il faudrait augmenter les cotisations sociales de 0,25 points. Bon, on n'est pas en train de faire effondrer le système. Et c'est intéressant parce que vous dites, les jeunes savent bien qu'ils n'auront pas de retraite. Mais c'est très performatif, en fait, ce que vous êtes en train de dire. Ça, vous êtes alarmiste et vous ne vous mettez pas à jour sur les données. Pardon, encore une fois. Bah non, c'est le corps, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Qui vous dit justement que c'est des projections. Tout à fait. Oui. Et avec ces projections et avec un dialogue social qui remettrait à plat le système des prélèvements, en réalité, on pourrait financer ce système de retraite. Pour qu'on comprenne bien, Anne-Laure Delatte, ça veut dire quoi, remettre à plat le système de... Augmenter les impôts.
On a baissé les cotisations sociales de façon massive depuis 1995. En fait, vous avez une politique de baisse des cotisations sociales depuis 1995 et en réalité, ça a vraiment accéléré à partir de 2013 et du CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, qui était en réalité une baisse de cotisations sociales. Ça s'est transformé d'ailleurs comme ça en 2019. Aujourd'hui, vous avez 80 milliards de cotisations sociales en moins dans les caisses il manque 80 milliards. C'est compensé en très grande partie par l'État, mais une partie n'est pas compensée. C'est ce qui explique une très grande partie du déficit de la sécurité sociale. Et de l'autre côté, quand c'est compensé par l'État, eh bien, les impôts qui compensent ces baisses de cotisations sociales pendant ce temps-là, ils ne financent pas l'éducation, ils ne financent pas l'hôpital. Donc c'est ça qui explique... Juste pour vous, l'avenir du système de retraite, c'est pas augmenter l'âge, c'est pas augmenter la durée de cotisation, c'est travailler sur les cotisations sociales. Essentiellement. Ouais. Travailler sur les cotisations sociales, en français simple, ça veut dire augmenter les cotisations sociales. Enfin, voilà. Oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, on les a baissées de façon massive. On a 80 milliards d'euros en moins. Oui, alors... Mais ça veut dire quelles conséquences juste pour les Français ? Alors, pour les Français, ça veut dire qu'on sauve notre système de retraite. Mais ça veut dire quoi ? Et pour la compétitivité, pour la productivité des Français, des entreprises, pardon, on a suffisamment de rapports publics aujourd'hui, notamment Bozio-Vasmer, l'année dernière, qui vous dit... En fait, on a énormément exonéré les cotisations sociales et ça a très peu d'effet sur l'investissement et l'emploi. Il y a un consensus entre tous les économistes, c'est que au-delà d'un certain niveau, ça ne sert à rien. Donc, maintenez, si vous voulez, les exonérations autour du SMIC, mais au-dessus de 1,88 SMIC. En gros, il y a un consensus, ça ne sert à rien. Or, aujourd'hui, jusqu'à 3 SMIC, jusqu'à un salaire équivalent à 3 SMIC, on est encore exonéré. Donc vous avez toute une partie des cotisations sociales qui devraient revenir dans les caisses et qui n'y sont pas. On peut peut-être rappeler quelques chiffres incontestables. Premièrement, vous dites effectivement que la suspension de la réforme des retraites n'a qu'un faible impact à court terme, et vous avez parfaitement raison, c'est quelques centaines de millions l'année prochaine, et puis 1,5, 1,6 milliard, ça dépend comment on compte, en 2027. Mais c'est pas le problème. Un système de retraite, ça ne s'équilibre pas, ou ça ne se projette pas à l'horizon d'un an ou deux. C'est pas du tout le sujet, c'est pas géré comme une association de joueurs de pétanque. Un système de retraite, ça se regarde à 30 ou 40 ans. Là, on est obligé de faire des projections. Alors, elles sont critiquables, mais on peut faire plusieurs scénarios, et le Conseil d'orientation des retraites le fait. Et là, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que le déficit se creuse terriblement à partir de 2030-2035, sans compter les déficits des régimes spéciaux de retraite, des régimes des fonctionnaires. Aujourd'hui, si on fait le retraitement comptable, ça a été fait notamment par le commissariat au plan et Jean-Pascal Beaufret, on est aujourd'hui, en 2024, c'est les derniers chiffres, on a 81 milliards de déficit. Bon, donc moi je veux bien qu'on augmente les cotisations qui sont déjà les plus élevées du monde, mais vous voyez bien que c'est pas très crédible. Donc les jeunes d'aujourd'hui ont le choix entre avoir une retraite de misère, soit effectivement avoir des hausses massives de cotisations, pas 0,25 points évidemment, mais des hausses absolument massives de cotisations. Et je rappelle le point de départ, en France, les cotisations qui pèsent sur les salaires, si on prend la part salariale plus la part employeur, au niveau du salaire médian, sont de 44%. En Allemagne, elles sont de 21%. Donc vous êtes une entreprise, vous avez le choix entre vous installer en Allemagne ou vous installer en France, le compte est vite fait. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, on ne peut pas laisser dire que le problème des retraites est un problème quasiment anecdotique et qu'une petite augmentation des cotisations, qui vont être payées évidemment toujours les mêmes par les salariés qui sont déjà surtaxés dans ce pays, on ne peut pas dire que c'est ça qui va sauver le système de retraite. La vérité, c'est que avec nos renoncements et notre aveuglement, on prépare des générations futures qui auront le choix entre une retraite de misère ou alors des pressions fiscales qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Monsieur, en fait, j'ai arrêté de vous écouter à partir du moment où vous avez cité le chiffre de Beaufret, qui a été... Non. En fait, même le président du corps a dit que ce chiffre n'était pas correct. Mais non, il n'a pas dit ça. Donc, à partir de ce moment-là, oui, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de vous écouter. Attendez, vous n'êtes pas juste. Vous utilisez des chiffres qui ne sont pas justes. Si ce sont les chiffres. Alors, je rappelle que le chiffre que je cite, il est dans le projet de loi de finances, il est dans le jaune pension. Ils ont repris justement, qui font apparaître un déficit du régime de la fonction publique de 45 milliards.
Voilà, c'est tout à fait comptable. Je rappelle aujourd'hui la façon de compter, votre façon de compter aboutit à ce que quand vous doublez les pensions des fonctionnaires, si par exemple lundi prochain vous doublez la pension des fonctionnaires, vous n'avez pas creusé d'1 euro le déficit des retraites. Avouez que ça pose un problème de bon sens. Et heureusement, Amélie de Montchalin a dans le PLF, dans le projet de loi de finances, dans l'annexe budgétaire sur les pensions, a rectifié comptablement pour expliquer que effectivement les retraites des fonctionnaires étaient également en déficit. Et si vous faites la somme de tout ça, vous aboutissez au chiffre de 80 milliards de déficit. Un dernier mot rapidement, il nous reste 30 secondes. Dans l'état actuel du budget, qui est gagnant, qui est perdant ? Les Français sont perdants, ça c'est tout à fait clair. Et quant aux partis politiques, j'imagine que ceux qui veulent éviter la dissolution à tout prix peuvent être gagnants à très court terme, à très court terme. Et puis les autres, j'en sais rien, mais tout le monde est globalement perdant. Anne-Laure Delatte, pour vous Écoutez, en fait, le budget tel qu'il a été proposé initialement était relativement inéquitable. Si vous voulez, vous avez par exemple cette coupe du fonds vert. Ça veut dire que des collectivités locales ne peuvent pas financer l'isolation thermique de leurs écoles. Vous avez 2 milliards sur la santé avec le doublement des franchises. Ça, les Français vont tout de suite le voir. Pour vous aussi, les Français sont perdants. Mais bien sûr, 2 milliards sur la santé, 2 milliards sur les gens qui sont en mauvaise santé. On prélève ça aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci pour ce débat. On va terminer par notre histoire en région et en ce week-end de Toussaint. Notre histoire nous emmène à Orthès et dans les Pyrénées-Atlantiques à la rencontre d'Agnès Clavé. C'est la une de l'Éclair des Pyrénées. Elle passe ses journées, Agnès Clavé, à arpenter les cimetières pour entretenir les tombes et les sépultures. Elle a tout quitté pour avoir un travail qui a plus de sens. Elle a lancé son entreprise il y a 1 an et alors ça désemplit pas. Ça va bien au-delà d'ailleurs d'un simple nettoyage de pierre. Elle s'est formée auprès d'un tailleur de pierre. Elle propose des fleurs, des compositions florables durables. Elle a développé des compétences spécifiques comme le réchampissage, que je ne connaissais pas, une technique qui consiste à redonner de l'éclat aux gravures. Agnès Clavé, elle qualifie les cimetières à la fois de lieux de solitude et de lieux vivants et elle est contente du lien qu'elle tisse avec les familles. L'aspect le plus important, ça reste le lien social, dit-elle. Je reste une oreille attentive, c'est une aide précieuse pour ces familles en ces temps de week-end de la Toussaint. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon week-end.